Certaines fois, on se dit que la mort n'arrivera jamais. Certaines fois, on se dit que la mort n'est qu'un lointain paysage que l'on peut abandonner. Certaines fois, on se dit que la mort, c'est la mort de notre passé. Certaines fois, on se dit que la mort n'est simplement qu'un lointain paysage enfoui dans notre mémoire, qui a été créé et repaix de souvenirs. Repaix de souvenirs qui a été enfoui là-bas. On se dit que parfois la mort peut être la mort, et qu'il n'y a pas autre chose derrière. Pour certaines personnes, la mort, c'est le froid. Pour certaines personnes, la mort, c'est simplement... Pour certaines personnes, la mort, c'est simplement le vide. Pour certaines personnes, la mort, c'est quelque chose de compliqué. Pour certaines personnes, la mort, c'est quelque chose de difficile. Pour certaines personnes, la mort, c'est un début. Et pour certaines personnes, la mort, c'est une fin. Pour moi, la mort, c'est une lettre. J'ai reçu une lettre, je l'ai lue. Pour moi, la mort, ce ne sont que des mots, des points, des virgules, des ponctuations, des lettres bien alignées, des mots bien choisis, des mots et des lettres, des paragraphes et des textes qui ont été écrits, choisis, soigneusement écrits à la plume, pour moi. Pour moi, la mort, c'est un texte. Pour moi, la mort, c'est la fin. La fin de cette personne, la fin de l'existence de cette personne, la fin de cette personne sur Terre. Mais la mort, pour moi, c'est surtout cette personne. À quoi a-t-elle pensé en dernier? Cette personne, à qui a-t-elle pensé en dernier? Quel a été son dernier repas? Quel a été le dernier goût qu'elle avait sur la langue? Quelle a été la dernière chose qu'elle a dite? Quelle a été la dernière chose qu'elle a vue? Quelle a été la dernière chose dont elle s'est souvenue? Quel a été son dernier souvenir? Quelle a été sa dernière sensation? Quelle a été sa dernière expérience sexuelle? Quelle a été la dernière personne à qui elle a serré la main? Quelle a été la dernière personne à qui elle a fait un câlin? Quel a été le dernier refuge dans lequel elle s'est réfugiée? Quelle a été la dernière maison dans laquelle elle s'est abritée? Pour moi, la mort, c'est surtout ça. La mort, ce n'est pas simplement mourir ou disparaître, c'est se demander, cette personne, à quoi a-t-elle vraiment pensé? A-t-elle vraiment pensé à la mort? A-t-elle vraiment pensé à partir? Ou alors est-elle partie simplement par un accident? Quand ma mère m'a écrit cette lettre, quand elle m'a écrit cette lettre que les mots étaient choisis, pour moi la mort, ça prenait tout son sens. Pour moi la mort n'était qu'une lettre. Une lettre de 200 mots, 200 pages, peut-être plus. Pour moi, ce n'était qu'une simple lettre, un simple papier à déplier, un endroit, du sang versé, un lieu, une mémoire, un souvenir. Pour moi, tout ce qu'expliquait cette lettre, c'était du sang versé, un endroit, un lieu, une maison, un foyer, une personne à choyer, à chérir, des souvenirs à se remémorer, des pages à tourner, des mots à lire, des ponctuations à respecter. Pour moi, c'était un bouquet de fleurs qu'on trempe dans l'eau. C'était un bouquet de fleurs qu'on met dans l'eau, qu'on laisse des années, au milieu d'une table, seul, dans une solitude énorme, abandonné à son sort, alors qu'on s'en préoccupait plus quand on l'a acheté, et quand on l'a fait chez le fleuriste, on s'en préoccupait plus. Mais le jour où il est arrivé dans son vase, le jour où on l'a posé sur la table, il s'est retrouvé seul. Pour moi, c'est quelque part une métaphore de la solitude. Après, on n'y prête plus attention. On passe devant, et de temps en temps, on regarde si une feuille ou deux est tombée à l'intérieur du vase. On regarde la couleur de l'eau qui commence à changer petit à petit. Les tiges qui commencent à devenir plus molles, alors qu'avant elles étaient beaucoup plus dures. Les aiguilles qu'on a coupées, si ce sont des roses, les aiguilles qu'on a coupées. Les feuilles qui sont tombées tout simplement de la tige. Les fleurs qui commencent à faner, les pétales qui commencent à tomber, à abandonner le navire et à plonger soit dans le vase, soit tout autour du vase sur la table. La table qui commence à sentir le parfum des fleurs. Pour moi, mourir, c'était plus la sensation d'abandon. Abandonner quelque chose, abandonner cette lettre,
Abandonner ce livre que tu n'as plus lu depuis des années. Abandonner cette personne dont tu n'as pas parlé depuis des années. Mais la mort peut aussi anticiper les choses. La mort peut être des retrouvailles. Cette personne que tu as abandonnée depuis des années, tu peux la retrouver quelques années plus tard, différente. Elle peut avoir changé. La mort peut être un recommencement, une renaissance, un renouveau. La mort peut être une deuxième étape, comme le deuxième chapitre d'un livre. Comme le deuxième chapitre d'un livre, comme le deuxième opus d'un film, comme le deuxième opus d'un film, comme le deuxième chapitre d'un livre. La mort peut être plusieurs choses à la fois. La mort chez nous, en Europe, chez nous, la mort est représentée par une faucheuse, avec un voile noir sur le visage, un voile d'ombre et d'obscurité. Elle est représentée par une femme ou un homme qui porte un voile noir, qui porte une grande cape noire, une sorte de voile noir qu'il porte sur son corps. Elle est représentée par quelqu'un de très maigre qui porte une faux, cet objet qu'on utilise dans les champs pour couper le maïs sarin. Représentant cette femme ou alors cet homme qui porte ce voile noir, ce voile de tissu sur lui, sur ses épaules, cachant son visage d'ombre et d'obscurité. La mort chez nous est représentée par ça. La mort chez les Européens. Chez les croyants, la mort est représentée par une tombe. La mort chez les Européens et chez les croyants. Chez les croyants, la mort est représentée par une tombe, représentée par une pierre tombale, représentée par un cercueil, représentée par le silence, représentée par le froid. Chez moi, dans ma maison, dans mon salon, la mort est représentée par une lettre. La mort est représentée par une suite de mots qui forment des phrases, par une suite de phrases qui forment des paragraphes, par une suite de textes qui forment un chapitre, par une suite de chapitres qui forment un livre, par une fin et un début, par un milieu et une intrigue, par du sang versé, par une personne morte, par les minutes qui s'écoulent au temps que j'ai mis à lire cette lettre, à finir les plusieurs chapitres qui étaient écrits, à une fin intrigante, qui me laisse à penser que le héros de l'histoire aurait peut-être pu rester vivant. Une fin intrigante qui me laisse à penser que si l'histoire avait changé, avait été écrite autrement, l'histoire aurait pu être beaucoup moins triste. Une fin qui me laisse des émotions, une fin qui ne me laisse pas assoiffé, une fin qui ne me laisse pas assoiffé d'une suite, une fin qui me laisse dire que la mort, c'est juste la mort. C'était la lettre que j'avais reçue, c'était la lettre que j'avais lue. Pour certaines personnes, la mort, c'est ça. Au Mexique, la mort est représentée par une fête, la fête de la Santa Muerte. La Santa Muerte, la Sainte Mère des Morts, est une sorte de divinité, une divinité en même temps divine et en même temps obscure. Cette divinité, cette déesse, la Santa Muerte, au Mexique, au Brésil et dans tous les pays latins, l'Espagne et d'autres pays. Tous ces pays, la Santa Muerte est une représentation de la mort, une sorte de divinité qui veille sur vous une fois que vous nourrissez la terre. Les Mexicains et les Brésiliens, le jour de la Santa Muerte, vont dans les cercueils, vont dans les cimetières, dans les cercueils. Ils ouvrent les cercueils et font ce qu'on appelle ici des profanations. Ils profanent des cimetières, profanent des cercueils, ouvrent les cercueils, et lorsqu'on ouvre un cercueil, les secrets de cette personne à l'intérieur sont dévoilés au grand jour. Son corps est dévoilé au grand jour, son corps décomposé, la décomposition qui était en cours. La décomposition qui était en cours peut-être pas finie. Les corps fraîchement décomposés sont ouverts à l'air libre, posés sur des coussins blancs sur lesquels on a posé leur tête, des coussins blancs à l'intérieur du cercueil, leur corps qui est installé.
Comme des boîtes qu'on ouvre, comme une boîte à chaussures, on prend leurs crânes et on les décore. On les décore de peintures qu'on a faites avec les... On les décore de peintures qu'on a faites avec les pigments de la nature qu'on a pu trouver. Au pinceau, on les décore et toute la famille se met à décorer des crânes. Là-bas, c'est normal. Ici, ouvrir une tombe, c'est un délit. Tu te fais arrêter et tu te fais enfermer dans une cage. Ça revient au même. Ça revient au même, j'ai envie de dire. Ici, tu te fais arrêter si tu ouvres une tombe, que tu profanes un cimetière, que tu profanes un cercueil, que tu profanes une tombe. Finalement, tu te retrouves au même, tu te retrouves au même but. Tu te retrouves enfermé dans une cage, enfermé dans une boîte. Sauf que dans la cage dans laquelle tu vas te retrouver, quelqu'un te surveille. On dit souvent que lorsqu'on est enfermé dans un cercueil, que la personne est morte, elle est dans un monde meilleur. Mais je ne crois pas à ce principe. Je ne crois pas à cette idée. Je ne pense pas que la personne monte, que son âme sort de son corps, et qu'elle monte jusqu'à un endroit très beau dans le ciel plein de lumière, qu'elle rejoint toutes les personnes de sa famille, qu'ils vont être heureux et ensemble comme dans les contes de fées. Je ne crois pas à ce qu'un Dieu quelconque les surveille. Je ne crois pas à ce qu'un Dieu quelconque les juge de leurs erreurs, ou les absout de leurs erreurs. Je crois juste que quand tu meurs, tu meurs. Ensuite, tu te décomposes, plus vite ou plus lentement, selon ton âge ou selon ta taille. Tu es enfermé dans un cercueil. Les gens te pleurent et les gens repartent avec un vide. C'est tout ce dont je crois.